Pour chaque femme qui met fin à ses jours, 4 hommes le font. On parle souvent de santé mentale, mais rarement de celle des hommes en particulier. C'est comme si leur souffrance était illégitime. Comme si leur douleur dérangeait trop. C'est comme si la société ne savait pas vraiment quoi en faire. Dans cet épisode qui est, je pense, le plus important que j'ai pu faire sur cette chaîne avec peut-être l'épisode sur l'arrêt de l'alcool, on va parler du dernier tabou. Celui qu'aucune tribune ne porte, celui qu'aucune campagne ne met en lumière, celui de la souffrance des hommes. Et je vais vous montrer que ce système, c'est pas un hasard. C'est pas vraiment un complot. C'est un engrenage social, idéologique, psychologique, et tous les hommes sont coincés dedans. C'est un système qui étouffe, qui pousse à l'isolement, qui tue. Alors bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. C'est un épisode particulier aujourd'hui. Je pense qu'encore une fois, c'est un des plus importants que j'ai pu faire depuis le démarrage du système. Dans ce système, je vais décortiquer les systèmes des top performers, que ce soit des artistes, des sportifs, des créatifs, des entrepreneurs de haut niveau, pour comprendre ce qu'a fait leur succès et pouvoir le répliquer. Je m'appelle Pierre-Emmanuel, ça fait une dizaine d'années que j'interviens dans des environnements de forte croissance et de haute performance. J'ai pu participer à scaler les entreprises, ce qui me permet d'avoir compris quelques trucs que j'essaie de vous partager ici dans ces vidéos. Cet épisode, il va dérouler en 5 étapes, 5 couches que j'ai essayé de décortiquer pour vous donner peut-être une autre lecture, une meilleure lecture de ce qu'on peut avoir comme système dans la société aujourd'hui, qui est a priori pas vraiment conscient. Dès l'enfance, quand on est un homme, on nous apprend à être un homme. On dit sois un homme, ne pleure pas, tiens bon. On nous apprend à serrer les dents, à ne pas ressentir, ou en tout cas à cacher nos émotions. Fanny Nussbaum, que j'ai eu le chance et le privilège de recevoir dans un épisode de Système, parle de désactivation émotionnelle. Les hommes performants débranchent leurs émotions pour avancer. C'est le cas jusqu'au jour où le système explose. Et moi, je l'ai vécu puisque j'ai traversé un épisode de dépression sévère. J'ai fait un épisode qui le décortique en long, large et travers. Si c'est des éléments que vous voulez, sur lesquels vous voulez que je revienne, évidemment, je peux en parler parce que c'est une des choses qui ont déclenché mon envie de créer ce podcast. Puisque les choses que j'ai comprises, j'essaye de les disperser, diffuser au sein des épisodes. Dans cet épisode de dépression, ce que j'ai ressenti, c'est le silence, la honte, parce que en tant qu'homme, j'avais intégré que le fait de ressentir des choses, de pas bien aller, c'était mal, c'était de la faiblesse. Et puis que en tant qu'homme blanc, avec, une bonne formation, un bac +5 et plus 6 affinités, des environnements de forte croissance, des bonnes conditions de revenus, un équilibre pro perso, que je trouve satisfaisant, une bonne situation, financière, enfin bref, tous les voyants qui étaient au vert, et ben j'avais pas vraiment le droit de pas bien me sentir et c'était encore plus culpabilisant. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire, c'était une pure connerie. Le vrai courage, c'est de dire: «J'ai besoin d'aide». Donc malgré les injonctions à être fort et à se dire, «OK, il faut absolument que je cache mes émotions», vous avez le droit de pas aller bien. C'est pas parce que vous avez une bonne situation, financière, personnelle, rem amoureuse et cetera que tout va bien, et que vous avez une famille qui vous aime et cetera, que vous avez pas le droit d'aller bien. Il y a pas d'échelle de douleur dans cette situation-là. Le mal est relatif et donc en fait, vous avez le droit de pas aller bien. C'est OK. Le premier courage que vous allez avoir, c'est d'admettre que c'est pas si bien que ça va pas très bien et en fait, je pousse le truc un peu plus loin, c'est de dire qu'on est tellement abreuvé de ces discours-là, qu'on n'est plus du tout à même d'écouter si on va bien ou pas. Et donc là-dessus, je vous invite vraiment à être vigilant. Mais le sujet de l'épisode, c'est une couche un peu supérieure à ça, et c'est pas encore vraiment ça. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une idéologie sociétale inversée. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas le droit de pas aller bien en tant qu'homme, mais en plus de ça, on est le problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, être un homme blanc, hétéro, c'est suspect. Le discours dominant, c'est que les hommes sont les oppresseurs historiques. Donc, puisqu'ils sont dominants, soi-disant, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ils n'ont pas le droit à la vulnérabilité. Ils n'ont pas le droit de se dire bah ça va pas. Parce que comme on est dit dominant, bah, normalement on est censé aller bien, quoi. Mais en réalité, et c'est ça qui est particulièrement insidieux, c'est que c'est pas parce qu'on est homme qu'on ne souffre pas. Et comme le dit André Comte-Sponville, que j'aime beaucoup en termes de philosophie, c'est pas parce qu'on n'a pas souffert qu'on a tort. Et c'est pas parce qu'on a souffert qu'on a raison. La souffrance ne se hiérarchise pas, elle se reconnaît. Et surtout, et ça c'est très important de le comprendre, la souffrance masculine, elle est particulière et elle n'est pas en concurrence avec d'autres combats. Elle est en parallèle, elle est silencieuse et elle est souvent mortelle. Il y a une personne que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux qui s'appelle Georges de The Tin Man, qui résume parfaitement ce que je peux avoir en tête. Essaie de parler de la santé mentale des hommes et on t'accuse de vouloir détourner l'attention d'autres causes jugées plus légitimes.
Il y a donc un vrai sujet, un rapport d'opposition. C'est comme si on voulait s'accaparer la souffrance, comme si on voulait toujours tout ramener à l'homme blanc qui serait plus prioritaire. Et du coup, c'est tout l'inverse qui se passe. Et donc la troisième partie de cet épisode, c'est l'élite masculine comme l'illusion du privilège. Et alors on va dire les termes tout de suite. Oui, les hommes dominent les postes de pouvoir. Mais ces hommes, ce sont que quelques hommes. Ce sont que quelques-uns. Ce sont que l'infime sommet de la pyramide. Et si je recite notre bon vieux Georges, les hommes sont surreprésentés dans les prisons, dans les statistiques de suicide, chez les sans-abri, dans les métiers dangereux. Mais on continue à dire que ce sont eux qui possèdent le pouvoir. Et si je regarde un petit peu les statistiques de manière très factuelle, on a 90% des sans-abri qui sont des hommes, 95% des détenus qui sont des hommes, les garçons ont 2 fois plus de risques d'être exclus de l'école, les hommes sont plus susceptibles d'échouer scolairement, de décrocher et moins représentés dans l'enseignement supérieur. Et par exemple, ils sont plus souvent diagnostiqués avec des troubles du comportement et sous-diagnostiqués en cas de troubles émotionnels. Le patriarcat, dans tout ça, il existe, mais la réalité, c'est que ça profite à 1% des hommes, le reste, ça les écrase. Et là-dessus, quand j'en parle avec mes proches et mes amis, j'ai souvent 2 objections qui reviennent très souvent. La première, c'est que les hommes, ils sont pas à la rue ou en prison pour rien. Et en pro-responsabilité extrême, je ne peux que approuver cette réflexion-là. Oui, les hommes sont en prison pour de bonnes raisons. J'ajoute que pour arriver en prison en France, il faut quand même pas être si innocent que ça. Donc évidemment, aucun problème là-dessus. Et deuxièmement, oui, certains hommes deviennent sans-abri parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions. Mais en revanche, quand on a 90% des détenus qui sont des hommes, quand la rue est quasi exclusivement masculine, la question, c'est pas tant est-ce qu'ils l'ont mérité, mais pourquoi est-ce qu'ils sont autant surreprésentés et pourquoi est-ce qu'ils sont si nombreux. Et là, on va toucher à une mécanique, à un système qui est beaucoup plus structurel. L'école est vue comme quelque chose qui exclut. On a une absence de figure masculine stable, une culture de la honte, une solitude sociale, c'est-à-dire que quand on va pas bien, bah, on n'a personne vers qui se tourner, aujourd'hui en tout cas, et on a une violence qui est non traitée dès l'enfance. Et maintenant, soyons très très clairs. Le déterminisme n'est pas une fatalité, et je crois pas que la société nous doive quoi que ce soit. Mais comprendre les mécanismes, comprendre les systèmes sous-jacents qui sont peut-être inconscients de notre côté, c'est différent de se déresponsabiliser. Un homme reste responsable de ses actes, mais s'il est seul, s'il est mal éduqué, s'il est humilié, s'il est méprisé, et évidemment sans mentor, peut-être sans père, sans repère, il aura statistiquement plus de chances de se perdre. Et si on veut que les hommes relèvent la tête, il faut leur dire 2 choses. Un, c'est pas de ta faute si t'es tombé. 2, c'est entièrement ta responsabilité de te relever. Et c'est exactement pour cette raison que je fais cet épisode. La deuxième objection que je vais souvent entendre quand je parle de ces sujets-là, c'est mais attends, tu comprends, c'est pas que 1% des hommes qui profitent du patriarcat, il y a beaucoup d'hommes qui en tirent bénéfice, par exemple, dans leur foyer. Et oui, évidemment, il y a des hommes violents, il y a des dominateurs, il y a des injustices et il y a des espèces de gros enculés. Il y en a eu, il y en a encore, et il y en aura, et il faut les combattre. Ça, c'est certain, et on ne peut absolument pas transiger à ces sujets-là. Mais attention au glissement, il ne faut pas confondre la violence de certains avec la condition de tous. Et même plus, la majorité des hommes ne dirigent rien. Ils fixent pas les lois, ils vont pas écrire les éditos du Monde, ils vont pas posséder des entreprises du CAC 40, ils sont pas invités à BFM pour dire ce qu'est un homme bien. Donc oui, il y a évidemment des hommes qui abusent de leur pouvoir, de leur position, mais il y a aussi des millions d'hommes qui subissent la pression sans jamais avoir goûté au pouvoir. Et quand on les accuse d'être le problème par défaut, on fabrique du silence, de la honte et parfois du vide. Dans tous les cas, quand t'es un homme blanc, aujourd'hui, il faut fermer ta gueule. Et ça crée des traumatismes, ça crée de la souffrance, ça crée des gens, des hommes qui se sentent mal. Le quatrième point, c'est le vide narratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déconstruit ce que c'était qu'être un homme, et on n'a pas proposé de nouveaux modèles. Pour les femmes, pour les enfants, pour les minorités, il existe des récits compatissants. On a des campagnes, on a des hashtags, on a des refuges. Pour les hommes, c'est simple, il n'y a rien. Ou alors du ridicule, du soupçon, de la gêne. Et même, on a une sous-estimation énorme des violences domestiques créées par les femmes à l'encontre des hommes. Quand un homme aujourd'hui va dire j'ai mal, on va répondre c'est pas ton tour. Aucun récit dominant ne va permettre aux hommes d'être vulnérables et respectés. Soit t'es fort, soit t'es inutile. Il faut accumuler un certain nombre de preuves de virilité avant de pouvoir exprimer de la vulnérabilité, sinon t'es vu soit comme une mauviette, soit comme pas légitime à ta souffrance.
Et aujourd'hui, même les espaces non mixtes sont suspects. Je vous donne 3 exemples très simples qui me questionnent fortement. Les salles de sport interdites aux hommes, acceptées. Les Uber réservés aux femmes, et donc interdits aux hommes, célébrés. Les groupes d'hommes, ils sont systématiquement suspectés de virilisme ou de radicalisation. Et au fur et à mesure du temps, on a détruit les guildes, les armées, les cercles, les rites de passage masculin, et on n'a rien mis pour le remplacer à la place. Si un homme pleure, il est faible. Si un homme se bat, il est violent. Si un homme parle, il se plaint. Alors, il ferme sa gueule. Et à nouveau à ce sujet, j'ai une troisième objection qui revient assez régulièrement. C'est oui, mais les espaces non mixtes féminins sont justifiés et pas les masculins. Si on crée des espaces réservés aux femmes, c'est pour leur garantir une sécurité. C'est parce que il y a des relous, c'est parce qu'il y a des gros FZP dans les salles qui perdent leurs yeux. C'est pas pour exclure les hommes, c'est juste que les hommes ont des mauvais comportements. Et à ça, évidemment, je le comprends. Évidemment, les violences sexuelles, les harcèlements, les mecs dégueulasses, ça existe. Et le harcèlement de rue aussi. Et il est normal que les femmes veuillent se sentir en sécurité et qu'elles se regroupent pour ça. Mais attention, c'est pas du tout ce que je pointe ici. Ce que je pointe ici, c'est pas le droit des femmes à se protéger. C'est l'impossibilité pour les hommes de se retrouver sans être immédiatement suspectés. Exemple, un cercle féminin, on va appeler ça de l'empowerment. Un cercle masculin, on va appeler ça du virilisme. Et à nouveau, je pose la question, pourquoi ces deux poids deux mesures? Est-ce qu'un homme qui veut parler à d'autres hommes sans filtre, sans pression, sans femme dans la pièce, est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est un extrémiste? Ou est-ce que c'est juste un groupe de potes qui se sont pas hyper bien dans sa vie aujourd'hui et qui a juste besoin d'avoir des regards masculins sur la réalité de sa vie? Peut-être ses problèmes intimes, peut-être des problèmes relationnels, peut-être sa manière d'exprimer ses sentiments, peut-être des manières de processer sa vie avec un regard proprement avec la culture masculine et ce que la société demande aux hommes. Encore une fois, les guildes, les rites, les armées, les groupes d'hommes, ça existait et ça canalisait une certaine forme de rage, la solitude, la violence. Et on les a détruits. Et on n'a rien remis à la place. Et aujourd'hui, les hommes les plus perdus vont chercher leurs repères chez les Andrew Tate, les David Goggins, en overdose. Ce que je défends donc ici, c'est le droit à des espaces de parole virils, forts et bienveillants. Pas pour, évidemment, dominer, mais pour se reconstruire. Et encore une fois, je vous remets des chiffres qui me semblent éloquents et factuels, parce que ça ment pas, des chiffres. 75% des suicides en France sont des suicides d'hommes. Les hommes ont 3 à 4 fois plus de chances de mourir en mettant fin à leur jour que les femmes. 90% des détenus sont des hommes, 80 à 90% des SDF sont des hommes. Les hommes sont plus exposés aux métiers dangereux, à la solitude, à la perte de la garde des enfants. Ils consultent moins, ils prennent moins d'antidépresseurs, ils se livrent moins, ils se soignent moins. Et pourtant, la priorité médiatique reste ailleurs. C'est comme si cette souffrance était invisible, ou pire suspecte, ou pire encore, invisibilisée parce que d'autres problèmes sont censés être plus importants, alors qu'en fait, ils pourraient être très bien être traités en parallèle. Mais les chiffres ne mentent pas. Alors, on n'est pas sur système à prôner la performance, la réussite pour se plaindre et pour faire un constat sans appel, sans mettre en place de plan d'action. Et vous me connaissez, je suis pas connu pour être quelqu'un de défaitiste. Au contraire, je suis très axé sur la performance, évidemment, mais sur aussi les actions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à ce sujet-là? Alors évidemment, je vous ai encore parlé tout à l'heure de l'épisode où j'ai traité le sujet de ma dépression et aussi le sujet de l'alcool, par exemple. Il faut savoir que Système, je l'ai créé à la faveur d'un système que j'ai créé pour me soigner moi-même. Et c'est ces éléments-là d'apprentissage qui m'ont donné envie de les partager. Donc ça, sur les habitudes, performance, bien-être, santé mentale, santé physique, j'en ai déjà parlé beaucoup et je vais continuer à le faire sur cette chaîne. Donc encore une fois, abonnez-vous. Parce que je sais qu'il y a 80% des personnes qui regardent ces chaînes qui sont pas abonnées. Et ça, c'est un vrai problème. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place maintenant d'un point de vue un peu plus macro? Bah, on va pas attendre la permission pour se sauver. Déjà, première chose, je peux vous inviter, comme je le fais aujourd'hui, à prendre la parole sur les réseaux, à dire les termes. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour faire ça. Deuxième chose, vous pouvez parler. Parler à vos amis. Parler entre hommes. Parler sans filtre. Comme je le dis toujours, une bière peut sauver une vie. Et encore une fois, vous pouvez aussi parler avec quelqu'un dont c'est le métier. Parce que j'ai suivi une thérapie avec un rendez-vous par semaine quasiment pendant 3 ans. Et je peux vous assurer que ça a été absolument salvateur. Vous pouvez aussi créer des espaces sains, des podcasts,
des cercles, des groupes de parole, du sport, comme ce qu'on a par exemple au Royaume-Uni, c'est le Andy's Man Club. Ça, c'est totalement quelque chose qui est facile d'accès, facile à créer. On peut aussi redéfinir ce que on entend par force. Et ça, c'est grâce à vous qui seront des relais de parole, qui vont ajuster les termes du sujet, ajuster les définitions. La force, c'est pas de jamais tomber, comme le dirait Batman, c'est de savoir se relever. Tomber une fois de plus et avoir le courage de se relever. Et évidemment, et c'est je pense le plus important dans un format comme ça, de le dire, c'est d'aider les autres à le faire. Je pense qu'il faut aussi se former à la santé mentale. La santé mentale, ça va être des habitudes comme le sommeil, 8 heures par nuit en gros, le sport, les routines, le journaling. Parce que votre cerveau, votre tête, c'est un muscle, ni plus ni moins. Évidemment la méditation, pourquoi pas la douche froide, tout ça. Ça peut sembler entrepreneur bullshit, et pour moi ça a été salvateur. Vous pouvez aussi lire et comprendre. Comprendre les signaux faibles. Ne pas rester passif, ne pas être en pilote automatique, ne pas respecter ce que la société nous dicte, nous impose en termes de vision des choses. Vous pouvez très bien vous battre contre la doxa. Et c'est ce que je fais aussi par cet épisode. L'objectif, c'est aussi de s'opposer à une voix dominante et de proposer d'autres narratifs que celui qu'on nous impose. Parce que ne pas comprendre ces signaux faibles, ne pas comprendre les dynamiques sociales, ça a un coût, et le coût, c'est le silence. C'est le silence, et en ce cas présent, l'invisibilisation de la santé mentale masculine. Le dernier point, c'est d'oser demander de l'aide. Il n'y a aucun honneur à mourir en silence. La vraie dignité, c'est de rester vivant. Et pour ça, encore une fois, je peux que vous inviter à parler à vos potes, parler à vos proches, parler à votre famille, et peut-être consulter quelqu'un qui pourra, dont c'est le métier de vous écouter, dont c'est le métier de vous faire aussi des recommandations. Si je dois conclure cet épisode, les hommes n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ont besoin d'être vus et réellement vus. On a besoin d'arrêter de les culpabiliser parce que ce sont des hommes blancs, hétéros, cisgenres, et que a priori, ils sont responsables de l'oppression et du mal du monde. C'est facile de s'opposer à quelqu'un, c'est facile de prendre un bouc émissaire pour, accuser, de toute la misère du monde. La réalité, c'est que c'est absolument lacunaire en termes de vision des choses et que c'est absolument pas la réalité au quotidien. Je fais pas cet épisode pour, pleurer, je fais pas cet épisode pour me victimiser, vous l'avez compris. Je le fais parce que je sais ce que c'est que d'aller mal sans savoir à qui le dire. Je le fais parce que je sais que si ce podcast peut éviter un blackout, peut éviter une nuit noire sans sommeil ou un repli sur soi de trop, alors ça aura été utile. Si tu es un homme, que tu écoutes cet épisode, sache une chose, tu n'es pas seul. Je te le redis, tu n'es pas seul. Tu peux évidemment m'envoyer un message, notamment sur Instagram, pierre.emmanuel.branger. Je serai toujours là pour écouter, pour répondre, parce que je réponds à tout le monde. Et parce que c'est important pour moi de garder un contact, encore une fois, avec cette communauté. Et ce podcast, c'est ton cercle. C'est l'endroit où on peut dire je vais mal et rester digne. Et comme le dit André Comte-Sponville, la virilité, c'est pas de jamais pleurer, c'est d'être assez fort pour dire j'ai besoin de toi. Le silence, c'est pas une preuve de force, c'est une sentence. Parler, c'est choisir la vie, et ensemble, on va la choisir, chaque jour. Je suis très heureux de vous avoir fait cet épisode. Encore une fois, abonnez-vous à la vidéo YouTube si vous voulez plus de contenu comme ça. Faites-moi des feedbacks sur ce genre de contenu. C'était un contenu assez court pour la chaîne, mais je pense qu'il était d'une utilité capitale. Si ça vous a parlé, si vous pensez que ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, partagez-le. Le bouche à oreille, c'est le moyen le plus puissant pour étendre le champ d'action de ce podcast. 50% des gens qui découvrent le podcast le font par le bouche à oreille. Donc encore une fois, je compte sur vous. Vous êtes mes meilleurs soldats pour diffuser cette bonne parole. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Toutes les semaines, je vais vous envoyer des life hacks, des petites astuces, des petites choses. Et puis aussi, on va décortiquer une idée principale toutes les semaines. Et je pense que ça peut vous apporter une réelle plus-value parce que je peux me permettre de dire des choses que je peux pas dire sur les réseaux sociaux parce que je me ferais censurer. Voilà. C'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et j'ai hâte de vous parler des prochains épisodes parce que je vais recevoir des super beaux invités. Donc, je vous invite à vous abonner. Ciao, ciao, c'était PE.